Bonjour. Alors, du coup, aujourd'hui, nous sommes ensemble réunis pour un webinaire du campus digital. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinaire, mais cette thématique qu'on avait déjà un peu abordée au préalable lors de nos événements en Guadeloupe et en Martinique, c'était une thématique un peu sous-jacente et également de notre dernier événement sur le rapport entre manager et collaborateurs. Bien sûr, quand vous voyez ce type d'événement du campus digital, vous savez que non loin se cachent Vicky et Christian, puisque maintenant ça devient une habitude. Donc, ils sont avec moi aujourd'hui. Donc, ça va nous permettre de pouvoir parler de ce sujet, donc de la relation entre les managers et les collaborateurs. Puis surtout, la question aujourd'hui va s'axer autour de la communication entre les salariés, entre les membres des équipes, comment réussir à l'optimiser. Alors du coup, comme je dis leur nom, je laisse se présenter, nous faire un petit coucou. On va commencer bien sûr par Vicky. Salut Vicky. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Vicky Poulain-Catan, je suis consultante et formatrice certifiée en développement durable et développement des compétences, certifiée par le campus digital. N'est-ce pas? Et je suis aussi médiateur. Voilà, moi, mon credo, c'est la performance par le bien-être. Donc voilà, c'est ce dont je viens discuter avec vous. Je crois que on approche des quatre événements ensemble. J'ai envie de dire trois et demi, puisqu'on a eu notre événement Martinique, dont on parle aujourd'hui, puisqu'on a un contexte un peu particulier aujourd'hui, puisque vous êtes en Martinique tous les deux, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, Christian, je n'étais pas sûr. Donc, et aujourd'hui, du coup, on a un petit mauvais temps. Donc, s'il y a des petites coupures et tout que vous me voyez meubler, ne vous étonnez pas. J'aime bien parler de façon transparente. Comme ça, on sait ce qui se passe. Et la dernière fois, il n'y avait pas de tempête, mais on avait une coupure d'électricité, d'où cet événement et demi qu'on a en commun avec Vicky. Mais ça se passe toujours bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Christian, donc du coup, Christian, ça fait un petit moment qu'on parle, qu'on discute, qu'on fait des choses ensemble, des webinaires. Et au final, du coup, c'est vraiment un plaisir pas de te rencontrer, mais Mais c'est toujours un plaisir, Mathieu. mais Et voilà, clairement. moi, je suis vraiment tout ce que fait le campus digital, ton activité quasiment depuis les débuts. Et voilà, je vois comment ça progresse, ça grandit, ça mûrit. Et voilà, je suis un des plus grands fans de l'initiative. Et donc, je suis présent sur ces événements webinaires. Et peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, Christian Ibad, j'ai 25 ans d'expérience en multinationale, en PME, en start-up, et surtout 15 ans d'expérience en tant que manager. Et depuis quelques années, j'ai décidé de former des managers, de les conseiller, mais surtout de les former, parce que j'ai constaté qu'il y avait des vrais besoins d'amélioration des performances des managers, des collaborateurs, des entreprises. Et mon credo, comme le disait Vicky, moi, le mien, c'est permettre aux managers de retrouver le plaisir de faire réussir ses équipes. Voilà, donc de trouver ou de retrouver, parce que parfois on le perd, ça peut arriver, le plaisir de faire réussir ses équipes. Voilà pour moi. Si on devait caricaturer, ce qu'on a dit, c'est le titre qu'on a choisi, c'est manager versus collaborateur. Donc, un petit ring de boxe. Christian, plutôt côté manager et Vicky, côté collaborateur, je crois. Mais je pense que ce qui va nous réunir aujourd'hui, c'est surtout, alors je vais utiliser le mot qui caractérise un peu nos événements, la bienveillance, bien sûr. C'est cette envie, au-delà de la bienveillance, c'est l'envie, en fait, de retrouver du sens dans l'activité, que chacun à sa place puisse être à l'aise, dans ses baskets, de façon à pouvoir, les collaborateurs permettre au manager d'être bien dans son activité et d'être à l'aise dans ce qu'il fait, et également de l'autre côté, que les collaborateurs soient vraiment il y a un côté empowerment, que le manager soit là également pour pouvoir donner de l'énergie, de la motivation à ses collaborateurs. Mais donc, du coup, cette thématique, pourquoi l'avoir proposée? Je vais me tourner vers Vicky. Euh, Pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de poser ces thématiques qui parfois peuvent paraître d'un œil extérieur un peu évidentes, avoir de la communication entre le manager et les collaborateurs, ça me semble logique, ils sont au contact dans l'entreprise. Mais pourquoi aujourd'hui on revient sur ces thématiques et pourquoi il est important d'en parler?
Alors, ça paraît évident, hein, je suis d'accord, Mathieu, hein, ça paraît évident. Et effectivement, c'est un indispensable du monde du travail, comme je l'ai dit, de la vie, hein, tout simplement, la communication. Sauf que là, on se rend compte de plus en plus, les accompagnants et tous ceux qui travaillent au développement de compétences, on se rend compte que de plus en plus, il existe des tensions, des difficultés de communication et qui engendrent du coup énormément de problèmes, donc, et qui sont aussi générateurs notamment de risques psychosociaux. Et donc, du coup, il nous a paru important de venir parler de ça, que chacun finalement ait une vision à peu près claire des enjeux et puis de quelques mesures qu'on peut mettre en œuvre pour éviter justement la rupture de communication qui va altérer la qualité relationnelle, qui va altérer la performance. Enfin voilà, ça va avoir d'énormes répercussions finalement. Donc, on essaye de prendre ça en amont plutôt que de laisser les choses se déliter. On parlait de qualité relationnelle. Est-ce que du côté du manager, c'est aujourd'hui primordial, Christian, de se remettre en question et de se remettre en fait en axe par rapport à ce qui est attendu de lui pour la performance dans la société, dans l'entreprise dans laquelle il travaille, mais également avoir un relationnel de qualité avec ses collaborateurs. Ben, c'est indispensable, en fait. Je dis souvent que le plus grand pouvoir, enfin, le manager, il a en gros trois grands pouvoirs, mais le plus gros pouvoir du manager, c'est le pouvoir relationnel. Et le pouvoir relationnel, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à, si je voulais résumer, souvent, enfin, on s'aperçoit que les gens travaillent le mieux quand ils sont, en fait, en confiance, dans un environnement de confiance. Confiance de réussir, confiance d'échouer. Confiance de dire une bêtise, c'est pas, bah, du coup, c'est pas une bêtise puisqu'on est en confiance, mais en tout cas, confiance d'exprimer des suggestions, etc., des projets, des mal-être. Et la confiance, eh bien, ça se construit forcément par la relation, et la relation, ça se construit via la communication. Donc, c'est pour ça que bah, c'est indispensable de travailler sur cette communication qui va permettre de construire des relations et des relations solides de confiance dans le temps. Et comment, quel phénomène vous avez pu remarquer de façon, parce que là, on est un peu sur une introduction un peu théorique, mais je sais qu'on s'appuie sur de l'expérience, vu la vôtre. Quelles sont les situations que vous avez pu observer où justement cette recherche de bienveillance, de qualité relationnelle et de communication, parce qu'il faut utiliser le mot, c'est le socle de notre événement aujourd'hui, dans quelles circonstances vous avez pu observer que avec cette boîte à outils en plus, le manager ou le collaborateur aurait pu permettre à la situation ou en tout cas à la communication de s'élever. Alors de façon très très simple, hein, on y touche dans à peu près toutes les strates. Hein. Ça va effectivement du problème simple à résoudre. Hein, voilà, tout simplement, je suis standardiste, je me retrouve face à une problématique où je n'arrive pas. Enfin voilà, j'ai un nombre de décrochés. On sait comment ça fonctionne. Hein. Il faut avoir un certain nombre de décrochés. Je n'ai pas le nombre de décrochés que j'aurais dû avoir, mais je bloque. Je ne dis rien. J'attends peut-être que le manager arrive vers moi et me le fasse remarquer ou fasse des remontrances. Et du coup, là, on arrive à un clash. Alors que très certainement, hein, c'est peut-être pas quelque chose de volontaire, c'est peut-être un problème de matériel, hein, de téléphone, de ligne téléphonique. C'est peut-être aussi un problème de formation. C'est peut-être. Mais si effectivement chacun s'était mis autour de la table et s'était dit, ben voilà, on va aller communiquer de façon très fluide. Voilà, et écoute, chef, j'ai un problème parce que ça, parce que ça, parce que ça. Ou alors que le manager n'attende pas que les chiffres soient extrêmement mauvais pour redescendre l'information et aller s'intéresser au pourquoi du changement de performance. Là, effectivement, on aurait des relations plus fluides. Et puis, ça va pour plein d'autres choses. Hein. On le voit pour des salariés, par exemple, qui vont arriver en retard. Ils arrivent en retard, donc ils sont considérés comme des personnes désorganisées ou alors flemmardes. Mais en fin de compte, ça peut être un problème de transport, un enfant. Enfin voilà, ça peut être. On a des personnes, par exemple, qui ont des maladies pour lesquelles ils prennent des médicaments et ces médicaments les rendent un petit peu raplapla le matin. Donc le temps qu'ils reprennent un petit peu des forces et puis qu'ils se présentent. Voilà. En fait, il y a ça peut être plein de choses, mais si on ne communique pas, on arrive systématiquement
au dysfonctionnement et des fois au clash. Parlant de clash, moi je suis un peu déçu parce que je vois Christian acquiescer. On n'en aura pas aujourd'hui. On n'en aura pas aujourd'hui. Et là, ben, en fait, je ne peux qu'acquiescer. J'ai un cas très récent de burn-out qui est arrivé parce que ben, l'individu en question n'a pas osé dire, n'a pas su dire qu'il était, il était complètement sous l'eau, en fait. Et tout le monde pensait que ça allait bien, il n'a pas exprimé jusqu'au jour où il s'est mis en arrêt. Et on n'a pas compris. Et en fait, c'est une conséquence importante sur toute l'entreprise, c'est-à-dire que tout le monde est obligé de reprendre son dossier, puisque là, il est parti pour plusieurs mois, très certainement, de traitement et de repos. Voilà, donc ça a des conséquences graves sur l'organisation, sur le moral aussi des autres, de ceux qui restent, qui se disent, waouh, peut-être que si lui est parti, peut-être que moi aussi je suis en danger de burn-out. Voilà, donc voilà un peu pour résumer. Dans les deux cas que vous avez pu exprimer, ben, du coup, on voit que c'est ce moment de clash, de rupture qui aurait pu être évité et évité par justement cette communication. Vicky, moi, je te propose qu'on puisse partir sur justement cette introduction que tu vas nous faire, mais plus qu'une introduction, ça nous permet de comprendre vraiment les fondamentales et puis de comprendre en fait quels sont les axes d'amélioration qui peuvent être, alors déjà quel est le problème en lui-même, quels sont les verbatims, les éléments de langage qu'on peut utiliser de façon à pouvoir choisir son outil, parce que c'est hyper important, parce que là, l'idée, c'est pour des managers ou pour des collaborateurs de savoir quels sont les outils qui sont à leur disposition, et également de pouvoir justement nous permettre de pouvoir savoir comment, en tout cas, une amorce de comment utiliser ces outils. Si tu veux bien, Alors oui, dis-moi. oui, oui. Alors alors moi je voulais juste préciser que j'ai choisi d'avoir une amorce dont on parle pas beaucoup, mais qu'effectivement on rencontre très souvent, mais que nous avons peut-être des difficultés à reconnaître. Donc, effectivement, le manager, on lui demande souvent, enfin, on lui prête beaucoup d'intention, on lui demande souvent d'être à son maximum, on lui demande de tout maîtriser. Souvent, on lui met sur le dos tout, absolument tous les problèmes liés à la communication. Donc, du coup, je vais avoir une approche qui est souvent celle que les collaborateurs ne questionnent pas. Voilà. Alors, je vais commencer par quelques chiffres, hein, comme ça va contextualiser. En France, on estime que 6% des salariés sont engagés dans leur travail. On a aussi un autre chiffre, vous voyez, 6%, c'est pas beaucoup. Hein. 6%, On a aussi 6%. Voilà. Il faut savoir que la moyenne européenne est à 14%, donc 6% en France. Wow. 44%, un autre chiffre, ce sont les salariés pour qui la bonne entente au sein d'une entreprise avec le manager et l'équipe fera toute la différence. Ces salariés disent qu'ils restent dans leur entreprise pour ça. Vous voyez, donc ça a une importance. 58% des salariés sont fidèles à leur entreprise du fait de l'ambiance de bienveillance. Voilà. Et puis, 61% des salariés démissionnaires depuis 2022, donc le chiffre est tout à fait récent, disent avoir quitté un manager et non l'entreprise. On entend souvent cette phrase. Hein. Voilà. Donc, et ça, oui, c'est une réalité, et c'est une réalité qui est mondiale. Donc, c'est aussi dans les manifestations du quiet quitting, on peut compter aussi ces comportements. Donc, moi, j'ai voulu qu'on commence par questionner la communication, parce qu'on parle de communication, comment nouer la communication. Il faut déjà savoir comment ça fonctionne, la communication. Donc, la communication, pour qu'elle ait lieu, il faut qu'il y ait à minima 2 personnes, donc un émetteur, un récepteur. En fait, l'émetteur va effectivement envoyer un message. Vous voyez, je vous ai mis la petite voiturette qui amène son message. C'est un petit peu plus gros que la petite voiturette, mais c'est pas grave. Et effectivement, ce message est délivré au récepteur. Mais ce message, en fait, il est délivré entre guillemets selon le référentiel de l'émetteur. Et il va être reçu de façon aussi singulière par le récepteur par rapport à son logiciel à lui, mais pas que, par rapport au contexte, par rapport au mode effectivement de transmission, donc le canal, par rapport au code, hein, tout le code, voilà, et par rapport au référent. Donc effectivement,
on se retrouve dans une situation où, lorsque nous émettons, nous ne pouvons pas être à 100% certains de la façon dont le message sera reçu. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on retienne ça. Ce n'est pas parce que j'estime avoir bien fait, bien dit, bien tout ce qu'on veut, que l'autre va recevoir exactement les choses comme je veux qu'il les reçoive. Et ça peut faire écho en lui à des situations vécues, voilà, des choses un peu douloureuses. Ça peut arriver aussi. J'explique souvent, je prends souvent l'exemple qui peut-être l'exemple le plus extrême, des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Par exemple, on va prendre une femme victime de violences conjugales. Son ex-mari, enfin en tout cas le conjoint violent, s'il avait une voix grave, voilà. À partir du moment où, je ne sais pas, le manager, n'importe qui, va s'adresser à cette personne avec un timbre similaire, ça peut porter vraiment à un écho. Ça peut prêter un écho, ça peut se fixer à quelque chose. Et du coup, même si ce qu'avait voulu dire le manager n'était pas empreint de malveillance, voilà, ça peut résonner autrement. Donc voilà, la communication, savoir comment ça fonctionne, c'est très important. Et puis, du coup, la communication au travail. Alors ça, c'est encore plus complexe, là. Parce que communiquer en soi, pas de souci. Mais communiquer dans un espace, finalement, où on est dans une relation d'influence, fatalement, puisque on a affaire, en tout cas, si je prends du point de vue du collaborateur, il va avoir face à lui, il ou elle d'ailleurs, quelqu'un qui a du leadership, une expertise, un charisme, voilà, en tout cas quelque chose de nature influente. Et cette personne va interagir avec le collaborateur dans un contexte qui est un contexte de subordination. C'est-à-dire que là, je ne suis pas libre de tout ce que je veux faire. Hein. J'ai un contexte où j'ai un contrat de travail qui me dit quoi faire, j'ai un statut qui m'amène, voilà, qui m'amène un certain cadre que je suis tenue de respecter. Donc, vous voyez là déjà, c'est plus comme la communication libre. Et tout ça, ça va amener de part et d'autre une perception de supériorité donc de la personne qui va exercer l'autorité et d'infériorité de la personne qui reçoit l'autorité. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un déséquilibre. Mais ça, effectivement, je pense qu'on l'a tous vécu. Quand le veuille ou non, voilà, de façon consciente ou inconsciente, on l'a tous vécu. Ça pose aussi la question du sens de cette communication. Est-ce qu'elle est horizontale ou si elle est verticale, si elle est descendante? Exactement, exactement. Et c'est tout l'objet, hein, voilà, des conférences notamment qu'on a eues, Mathieu, parce qu'en fait, là, c'est ça, c'est à nous de choisir la façon dont nous allons agir, interagir, modeler le travail pour qu'elle soit éco-respectueuse. Et donc, si on fait des choses descendantes, forcément, à un moment donné, l'aspect hiérarchique est omniprésent. Donc, du coup, ça, donc on a parlé d'autorité. Effectivement, ce rapport à l'autorité, en fait, du collaborateur, ça s'appelle le followership. Voilà. Un petit mot qui ne fait pas suffisamment son bout de chemin, je trouve, mais qui est très important dans nos relations au travail. Le followership, c'est quoi? C'est la manière dont je vais reconnaître à l'autre son autorité. Et je vous ai mis une phrase que j'aime beaucoup de John Bowlby, qui dit « Nous vivons nos relations d'autorité à partir de dimensions personnelles profondes, bien souvent inconscientes, issues de la manière dont nous avons vécu nos premières relations d'autorité. » Il faut savoir que John Bowlby, en fait, il est célèbre pour ses travaux sur l'attachement. Et ça prend tout son sens, en fait, parce que selon la façon dont nous percevons cette autorité, il y a des mécanismes qui se mettront en place. Je vais rappeler quand même que l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. Très souvent, nous associons l'autorité à ce qui est l'autoritarisme. L'autorité, en fait, vous voyez, je vous ai mis un petit schéma avec quelqu'un qui soutient pour faire grandir. C'est ça. Si vous deviez retenir quelque chose, j'espère que ce sera ça. C'est vraiment l'autorité, c'est ça. C'est une force qui sert à soutenir pour faire grandir.
en vue du développement de l'autre, d'une organisation, d'une société, voilà, mais c'est soutenir pour faire grandir. Et oui, effectivement, le manager n'est pas là, le leader n'est pas là pour écraser par l'autorité. Ça s'appelle l'autoritarisme quand on écrase. Mais l'autorité, on fait grandir, on soutient et on fait grandir. Donc oui, je vous ai mis un petit astérisque avec l'épigénétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu complexe. Juste pour dire que nous sommes un peuple en Martinique, en Guadeloupe en tout cas, qui a une histoire autour de l'esclavage et qu'il est prouvé maintenant par les chercheurs, c'est pas moi qui le dis, que nous sommes porteurs aussi de certaines de certaines failles par rapport à ça. Nous avons de façon très claire, lorsque vous voyez, John Bowlby parle de sa première relation à l'autorité. Ben, en fait, nous sommes un peuple qui a construit sa relation au travail sur le travail forcé. Donc, forcément, ça ne peut pas être neutre. Voilà. Il faut qu'on ait conscience de ça, ça ne peut pas être neutre. Donc, mon rapport à l'autorité, il va faire quoi? Il va activer deux types de croyances. Donc, effectivement, lorsque je suis en présence de quelqu'un dont je reconnais l'autorité, ça va questionner quoi? L'image de moi. Mais l'image que j'ai de moi, qu'est-ce que je crois sur moi? Est-ce que je me crois à la hauteur? Est-ce que je me crois très, très fort? Est-ce que je me crois, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui vont être questionnées naturellement. Ça va aussi faire appel à quoi? Je m'attends à quoi de cette relation? Et donc, si effectivement, selon ma perception de ce que j'attends de cette relation, des émotions vont découler. Et ces émotions, on verra, elles sont très importantes à prendre en considération. Donc, ça va m'amener sur deux modes de réaction. On a un modèle qu'on appelle un modèle interdépendant. Ça, ce sont des personnes qui, effectivement, vont estimer que la relation d'autorité, c'est un truc super génial. Donc, ils vont collaborer, ils vont être force de proposition. Voilà, ce seront des intra et des entrepreneurs par essence qui vont vraiment se nourrir de ça, être force de proposition tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, eux, c'est en quelque sorte, je pense que Christian ne me contredira pas, c'est un cadeau pour le manager d'avoir des personnes comme ça, parce que le manager, du coup, c'est tout bénef. Il apprend, il gagne, voilà, il peut innover, il peut être pleinement. On avait parlé du leader jardinier l'autre fois, ben c'est ça, en fait, il peut être vraiment un manager 3.0, leader jardinier, le roi du pétrole. De notre côté, il peut aussi se retrouver face à des personnes qu'on va associer à des modèles dépendants et contre-dépendants. Alors, dépendant, ce sera la personne qui va estimer par nature, d'après ses croyances, que le manager, forcément, c'est son supérieur hiérarchique. Vous voyez, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas cette expression, elle est vraiment moche. C'est supérieur et en plus hiérarchique. Hein. On a double dose dessus. Double peine. Donc, face à ce supérieur hiérarchique, je vais m'écraser. Là, vraiment, je vais lui laisser toute l'attitude, j'aurai un sentiment d'infériorité, lui laisser toute l'attitude, tout ce qu'il dit est vrai, il a raison, et de toute façon, s'il me malmène, voilà, j'y arrive, c'est presque légitime parce que je ne suis pas important. Voilà, c'est ça, ça va donner ça, ce modèle dépendant. Et donc, oui, c'est contre-productif des deux côtés. D'un autre côté, on a le contre-dépendant. Alors, le contre-dépendant, c'est vraiment, pour moi, l'autorité, elle n'a aucune importance. On a des personnes comme ça dans mon entourage qui ne reconnaissent presque pas l'autorité, fuient l'autorité, évitent le chef. Vraiment, le chef n'existe pas, ils sont dans leur bulle, ils font leur vie. Et à la limite, ils vont même essayer d'aller à la confrontation. Voilà, ça, c'est le modèle contre-dépendant. Mais dans les deux cas, de toute façon, ça va générer de l'anxiété et de l'insécurité. Cette personne ne sera pas bien et donc forcément, quand on n'est pas bien, la communication, c'est dur. C'est quasi impossible. Ou alors, quand on communique mal et on communique de façon totalement biaisée. Voilà. Donc, du coup, c'est contre-productif.
ça, du coup, je voulais vraiment qu'on comprenne ces deux mécanismes qui sont rencontrés assez souvent, hein. Si on se met à réfléchir, ça nous amène même nous-mêmes à questionner notre rapport à l'autorité de façon générale, hein, et là, on parle de l'entreprise, mais on peut parler aussi de nos parents, on peut parler aussi de notre bailleur, on peut Je, parler de, je, voilà, je pense que plein de en rapports. t'écoutant, on a des images de personnes qui nous passent dans la tête en fonction des différents. Et puis, on peut se rendre compte, moi, en t'écoutant, je me suis rendu compte également qu'en fait, qu'il y a des personnes qui passaient deux fois où je me sentais doublement concerné alors qu'on est sur quelque chose d'opposé. Donc, on peut être également à des moments différents et dans des situations différentes. On peut se retrouver également dans ces modèles. Exactement, mais c'est un rapport à l'autorité, hein, ce n'est pas propre au travail. C'est pour ça que j'ai pris la peine d'expliquer d'abord la communication et ensuite la communication dans le cadre du travail. Mais c'est vrai que dans le cadre du travail, on a l'aspect subordination qui complexifie la donne. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce que je disais. Donc, tout ça, ce sont des croyances. On a parlé des croyances. Tout ça, ce sont nos croyances qui nous amènent à ça. Mais la croyance, en fait, elle peut être à la fois un moteur, donc lorsqu'elle est positive, ou alors elle peut être un frein lorsqu'elle est limitante. Le tout est de se rendre compte que nos croyances interviennent dans tout ça. Alors, c'est quoi la croyance? Je vous ai mis la définition scientifique. Mais tout simplement, la croyance, en fait, c'est quelque chose dont on est sûr, mais sans jamais avoir vérifié. Alors ça, c'est quelque chose, on a tous des choses comme ça. Forcément, on sait. On peut prendre plein de choses. Et puis, enfin, en tout cas, celle qui est la plus connue, voilà. Désolée, je ne fais pas de sacrilège pour les croyants, mais c'est effectivement, Dieu existe. Voilà. La croyance, la plus grande des croyances, c'est celle-là. Dieu existe. Est-ce que quelqu'un a vérifié que Dieu existe? Est-ce que quelqu'un peut toucher du doigt, me dire la couleur de ses cheveux, tout ça, tout ça? Voilà. Donc, du coup, ça, c'est une croyance. Je ne suis pas là pour juger, savoir si elle est positive ou non, mais c'est une croyance. De la même manière, dans ces croyances, on va avoir des croyances qui sont très, très porteuses, du style, quand on veut, on peut. Alors moi, si je me dis quand on veut, on peut, je veux déplacer des montagnes, parce que si je veux déplacer la montagne, je vais le faire. Voilà. D'un autre côté, une autre croyance, ah oui, du coup, les hommes ne savent faire qu'une chose à la fois. Donc, du coup, si je reste dessus, je suis un homme, je me dis, bon, ben, je suis monotache. Donc, voilà, je perds un temps fou parce que je suis monotache, je suis comme ça. Et donc, dans ça, on a plein d'imbroglios et puis on a des choses culturelles qui sont un peu moins marrantes. Ce que je retrouve souvent en entreprise en ce moment et dans les établissements scolaires, c'est le nègre contre nègre, le complot nègre, c'est complot chien. Bon, c'est pas joli, hein, c'est vraiment pas joli. Et ça ne nous permet pas d'avancer. Donc, du coup, il est important de vraiment questionner ces croyances parce qu'elles vont à la fois être des moteurs, comme elles peuvent vraiment, vraiment nous empêcher d'avancer. Alors, du coup, quelques tips, parce que c'est bien d'expliquer, de voir, voilà. Mais sinon, les gens vont regarder l'écran et vont dire, ouais, mais Vicky, là, à un moment donné, tu nous as mis plein de doutes, tu ne sers pas à grand-chose, là. Donc, on va mettre On quelques veut des tips. tips, on veut des solutions. Voilà, on va aller sur les solutions. Et qu'est-ce que je peux faire, du coup? Déjà, quelque chose de simple, hein, enfin d'assez simple en tout cas, c'est reconnaître et comprendre mes émotions. Tout simplement parce que nous oublions que nous sommes des humains, que nous sommes pétris d'émotions qui vont ensuite découler de sentiments et que toutes ces émotions, finalement, ce sont autant de curseurs qui vont nous alerter à propos de certains de nos ressentis, certaines situations. Les émotions ne sont jamais neutres. Effectivement, la peur va me dire warning, il y a un truc qui se passe là. Fais attention, étudie autour de toi. Voilà. La tristesse, ce sera quelque chose, je suis en train de faire le deuil de quelque chose. Je ne sais pas vraiment, mais je suis en train de faire le deuil de quelque chose. Donc voilà, va falloir questionner ces émotions pour aller un peu plus loin et se dire quelque chose ne tourne pas rond. Je veux comprendre ce qui se passe pour moi. La deuxième chose, effectivement, ce serait de travailler sur mes croyances limitantes, hein, les croyances positives. Tant mieux pour moi, elles me permettent de surfer.
Les croyances limitantes, par contre, vont me freiner. Donc, comment travailler? Alors, je fais ça très succinctement, mais ça ne se fait pas aussi simplement, hein, vous vous embêtez. La première chose sera de définir ces croyances. Je vais m'asseoir, prendre le temps, lister, tout simplement, la bonne vieille liste. Je vais lister. Je crois quoi exactement? Alors, ouais, donc voilà, je crois que ça, que ça, que ça. OK, pas de problème. Je vais identifier d'où ça vient tout ça. D'où ça vient? Ah bah oui, alors peut-être que c'est mon père qui me disait quand j'étais petite que peut-être que c'est un conte qui veut dire que enfin, j'ai retenu ça. On connaît le cheval à 5 pattes, choses comme ça. Enfin, et puis ça a laissé quelque chose en moi. Euh, Effectivement, donc à nous d'identifier ça. Et puis ensuite, je vais définir comment je peux m'en défaire. Alors, s'en défaire, c'est peut-être tout simplement se renseigner, puisque je n'ai jamais vérifié. Est-ce que vraiment ça existe? Si je peux vérifier, je vérifie. Si je ne peux pas vérifier par moi-même, de toute façon, je me fais accompagner par quelqu'un qui pourra m'aider à vérifier. Donc voilà, on a toutes sortes de personnes spécialisées, des coachs, enfin, on va trouver des personnes qui sont spécialisées dedans et qui vont permettre de nous faire avancer sur la question. Et puis ensuite, surtout, accepter que ce processus, il prend du temps. Il prend du temps. Pas parce que j'aurais fait ma petite liste que demain, je serai au clair sur tout. Ce n'est pas possible. Je vais même m'étonner des fois de continuer à croire en des choses que j'avais cru élucider. Donc ça, c'est tout bénef. Et puis, faire le point sur ses compétences réelles. Ça, c'est important. Parce que ce qui peut défaire finalement ces croyances, ces blocages et ces difficultés de communication parce que je ne me sens pas à la hauteur ou quoi que ce soit, ou j'estime que mon chef est plus intelligent que moi, que la collègue a plus de facilité que moi, ce qui peut vraiment me permettre d'évoluer sur tout ça, c'est de faire le point sur mes compétences et développer ces compétences. Surtout. Donc, j'ai identifié que je suis un peu pas à l'aise en termes de communication. Je m'exprime mal. Alors, je vais prendre un exemple que j'ai vu il y a pas si longtemps. C'est plutôt que de dire à la collègue ah oui, mais attends, tu as fait telle chose, mais tu vois pas, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu as fait ça? Voilà. Je vais aller voir et je vais dire j'ai constaté que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, s'il te plaît? Voilà, c'est peut-être un peu plus doux. Donc, il y a effectivement des manières de communiquer à voir avec des techniques. Alors, on va parler notamment de la communication en sandwich. Donc, voilà, peut-être, je pense qu'il y a très certainement une formation au campus digital dans laquelle on va parler de communication en sandwich. Donc, je n'irai pas plus loin, je fais des teasings. Tu vois, Mathieu, je fais des teasings. C'est ça. Et puis, je voudrais rappeler que pour tout ça, donc, il existe des personnes qui sont qualifiées et qui peuvent accompagner. Donc, vous pouvez faire tout ça via des formations, comme on le disait, via du coaching, effectivement, des fois, il faut aussi faire intervenir peut-être un psychologue, un hypnothérapeute. Voilà, il y a 1000 professions des médiateurs, il y a 1000 professions qui peuvent vous amener à la résolution, au solutionnement, en tout cas, de toutes ces petites choses qui nous ennuient dans notre communication. Voilà, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. J'espère avoir été claire. Alors pour moi, ça l'était, mais si certains d'entre vous veulent poser des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de ce type d'événements normalement. Je ne sais pas si on a des nouveaux aujourd'hui, mais n'hésitez pas à surtout poser des questions, à intervenir, donner votre avis. Alors peut-être pas avec le micro ouvert, mais en tout cas en écrivant dans le chat directement. Et on a une personne qui nous dit merci à vous. Oui, c'était clair. Donc voilà, au moins on sait que c'était limpide. Moi, je trouve ça hyper pertinent. Et moi, ce qui m'a étonné un peu dans cette approche que tu as eue, étonné, pas l'approche en elle-même, mais que c'est une approche, au début, c'est celle que j'ai également quand je définis la communication en entreprise. Dans les cours de marketing, Voilà. tu vois. Cet aspect, en fait, sens de la communication, les codes, comment il est important d'essayer de se mettre les codes, en s'interrogeant sur nos codes et les codes de notre interlocuteur, donc du récepteur. Souvent, ça nous permet de prendre du recul et de pouvoir, du coup, améliorer la qualité de notre message. Et ça, c'est hyper important
je vais prendre un exemple tout simple qui reste dans le cadre de l'entreprise et en même temps, bah, du coup, on est dans un cadre un peu plus communication via les outils du numérique. Bah, en fait, quand je vais écrire un mail et que mon mail, je l'écris en lettres majuscules et que parce que ma touche était coincée et que je me dis, oh, c'est pas grave, et que mon interlocuteur, lui, va ouvrir mon mail et peut-être le lire en ayant l'impression que je crie, puisque le code mail veut que majuscule égale un ton élevé et que la personne crie. Et donc, du coup, forcément, ben, du coup, ça peut avoir un impact négatif malgré moi et ça détériore la qualité de mon message. Et Exactement, exactement. Et en fait, Mathieu, je vais faire une jonction encore beaucoup plus claire entre la communication standard et le marketing. Moi, j'aime beaucoup le why de Simon Sinek. C'est exactement ça, pape finalement du marketing, mais dont finalement le mécanisme, la stratégie identifiée s'applique totalement aux relations humaines. De toute façon, ce sont des séances connexes et c'est hyper important, intéressant surtout, comme tu le disais en fait, d'aller chercher un peu des spécialistes un peu partout parce qu'au final, on parle d'un sujet, on aura des angles différents, mais ça nous permet de pouvoir définir notre propre vision. Et j'espère pour vous qui vont regarder cette vidéo, qui regardent cette vidéo, de pouvoir choisir les bons outils qui vous correspondent. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi qu'on a deux visions. Donc, on va passer à celle de Christian. Alors, j'ai un peu du mal parce que du coup, je dis deux visions, mais en fait, dans ma tête, je me dis, mais non, c'est pas de vision. On sait juste qu'on regarde à travers des prismes différents. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que Christian a nous proposé, c'est qu'on est clairement dans le prisme du manager, avec ses objectifs, avec également la pression hiérarchique qu'il subit également, puisqu'il est dans la structure de l'entreprise, il n'est pas responsable de cette pression, il la subit également. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant de voir cet aspect communication, mais du point de vue du manager et voir comment on va justement, en fonction de ses objectifs à lui, choisir des outils différents, avoir une approche différente. En vérité, les conseils de vie qui s'adressent à l'ensemble, manager et collaborateurs, et ceux de Christian également. Christian, je te laisse la parole. Merci. Effectivement, alors, petite parenthèse, je suis aussi vraiment fan de Simon Sinek, enfin, le why de Simon Sinek, qu'on peut traduire par la raison d'être, et j'en dirai un mot d'ailleurs tout à l'heure. Et effectivement, je voulais évoquer avec vous, je ne sais pas si on voit bien mon... Nickel pour nous. Voilà. Je voulais avec vous la communication dans l'entreprise entre le manager et ses collaborateurs. Et puis, à la fin, je partagerai un outil qui me semble être un outil fondamental pour améliorer cette communication, cette relation entre manager et collaborateur. Mais déjà, je voudrais rappeler, à chaque fois je le fais, je voulais rappeler à chaque fois le rôle enfin, du manager. Et en fait, il n'y en a pas 36 000. Alors, il y a plein de choses qu'on peut dire. On peut faire une liste de 10, 20 items pour dire voici ce que fait un manager. Mais à la fin des fins, ce qu'on lui demande, c'est d'obtenir du résultat. C'est sur ça qu'il est jugé. Et aussi retenir ses talents. C'est-à-dire que le fait d'obtenir des résultats ne doit pas se faire aux dépens des collaborateurs. Parce qu'on peut obtenir du résultat en étant odieux. Mais les gens vont partir. Soit ils partiront physiquement, soit ils partiront en motivation. Enfin, en tout cas, ils seront pas très bien au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça que les deux sont très importants. Et en partant de là, j'aime le rappeler parce que le manager, il n'a pas tant de temps que ça pour rentrer dans trop de considérations psychologiques, mais il recherche surtout de l'efficacité. Ça n'empêche pas d'être humain, ça n'empêche pas d'être compréhensif, mais et de personnaliser. Mais comment? Je dis ça, c'est honnête. Oui, mais ça n'empêche pas d'être humain. Ça n'empêche pas d'être humain, mais son but, voilà. Moi, je dis souvent, le manager n'est pas un psychologue. Voilà, c'est pas son boulot. Il est là, donc il va pas pouvoir, il n'a pas le temps d'aller creuser tant que ça, même s'il devrait, mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Donc, partons de la réalité. Alors, les enjeux de la communication, pourquoi ça doit marcher dans une entreprise? Tout simplement parce que ça va contribuer à la réussite, en fait, hein, ce qu'on lui demande, à l'attention des résultats. Donc, d'abord, permettre de comprendre où on va, les objectifs, ce qu'on attend de nous, que ce soit un collaborateur ou un manager. Ça permet d'améliorer la collaboration, la coordination entre les services, entre les personnes. Et puis aussi, point important,
ça permet aux gens, à travers notamment ce qu'on appelle les feedbacks, j'en dirai un mot tout à l'heure, ce que moi j'appelle les appréciations, de progresser, d'être meilleur, donc de s'améliorer, justement parce qu'on leur dit, ben, voici ce que tu devrais continuer à faire, ou voici ce que tu devrais corriger ou améliorer. Ça va apporter aussi de la confiance, et on sait qu'on travaille mieux en confiance, je le disais tout à l'heure, et ce que j'appelle la sécurité psychologique. On raconte souvent l'anecdote, je me demande si c'est pas Simon Sinek qui raconte cette histoire d'ailleurs, du copilote qui n'a pas osé dire à son pilote qu'il y avait un problème, quoi, parce qu'il pensait que le pilote, bah, il sait, le pilote, c'est le pilote, quoi. C'est mon chef, il sait. Alors moi, j'ai moins l'expérience. En fait, ils se sont crachés, quoi. Enfin, ils n'ont pas se cracher parce qu'en fait, le pilote n'a pas osé dire qu'il avait vu un problème. Je dis, mais non, il doit savoir. Voilà. Donc, sécurité psychologique, se sentir à l'aise pour pouvoir dire que, ouais, ben, j'ai l'impression que là, bon, ouais, je suis pas, t'es sûr de ça? Voilà. Et puis, ça va contribuer, bien sûr, à l'engagement, ce qu'on appelle la motivation aussi, bien sûr, et donc à la rétention, ce qui est un objectif absolument. Des freins, il y a quelques freins à la communication. Alors, justement, Vicky a vraiment passé beaucoup de temps sur cette partie très importante des facteurs psychologiques, des croyances, de l'estime de soi. Il y a aussi tout simplement mauvaise communication, on n'est pas clair, on n'est pas transparent, donc c'est vrai qu'on n'ose pas dire ou on ne dit pas les choses, et je reviendrai dessus plus longuement tout à l'heure. On va aussi parfois manquer de vocabulaire, et quand on manque de vocabulaire, eh bien, on ne peut pas suffisamment exprimer les choses. Donc, ça sert aussi de lire, si on est dans un secteur d'activité, de s'enrichir de vocabulaire adapté à son secteur d'activité, à son métier. Et ça peut se faire tout au long de la vie. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu très jeune, par exemple, l'opportunité d'avoir ce vocabulaire qu'on doit s'arrêter. Il faut continuer à se former, d'où ce que disait Vicky tout à l'heure sur les compétences. Ça peut être le manque de confiance en soi, et puis parfois les différences culturelles qui peuvent freiner une bonne communication dans l'entreprise. Alors, dans quel cas on doit communiquer? Qu'est-ce qu'on doit communiquer? Si je prends le manager, je dirais que déjà, il se doit de fournir, de communiquer, de transmettre toutes les informations qui vont permettre à son équipe, à ses collaborateurs, eh bien, d'être au top, de s'améliorer, d'être bon. Et c'est pour ça que je dis, il y a un principe qu'on devrait avoir tous en tant que manager, hein, mais peut-être même j'ai un côté collaborateur, c'est que tout ce qui n'est pas confidentiel doit être dit. Alors, ça ne va pas être dit forcément de façon, ça doit prendre des formes différentes. Ça doit être interprété, formalisé. Surtout, quand on donne l'information, il faut dire aux gens à quoi ça leur sert, en quoi ça va changer leur travail, leur contexte, en quoi c'est utile. Il ne s'agit pas, moi je vois souvent des managers, ils ont un mail de la hiérarchie, ils le transmettent à tout le monde et ils ont fait leur boulot. Non, ça ne sert à rien du tout. Tu es bien gentil, à la limite, la prochaine fois, je demanderai à la direction de m'envoyer directement. On va gagner du temps. Ben, en fait, non. Si j'envoie un mail de la direction, je dis voici ce qui a été décidé et voici comment nous, à notre niveau, notre équipe, notre département, ça va changer les choses ou bien ça va améliorer les choses ou qu'est-ce que ça inclut pour nous. Donc, on a ce devoir de traduction, de simplification des formations en tant que manager. Et donc, transparent, ça veut dire qu'il vaut mieux trop d'infos que pas assez, à condition, bien sûr, de donner la bonne forme. Ça peut être du mail, ça peut être dans les réunions d'équipe, ça peut être le lundi matin en stand-up meeting. Voilà, trouver le bon canal. Bien sûr, il va devoir communiquer des objectifs, bien sûr, de l'organisation, de l'équipe et de chacun. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais on pourrait faire tout un chapitre sur les objectifs. Et puis, le why, hein, dont parlait Vicky tout à l'heure, la raison d'être de l'organisation. À quoi sert notre entreprise, association, organisation? Qu'est-ce qu'on apporte au monde, en fait, de l'équipe, du service dans lequel on se trouve? Qu'est-ce que nous, on apporte à l'entreprise, à l'organisation? De chaque mission, tiens, tu vas me faire ce rapport, mais en fait, OK, pourquoi tu fais ce rapport? Enfin, à quoi nous sert ce rapport? OK, je vais passer du temps dessus, mais pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que j'ai vraiment à le faire d'ailleurs? Est-ce que c'est vraiment utile? Et puis, dire à chacun en quoi il est important, essentiel à toute l'équipe. Et donc ça, c'est le why. C'est pour ce que j'appelle les 4 R. La règle des 4 R, c'est voilà, raison d'être de l'organisation, de l'équipe, du service, donc de chaque mission et de chacun.
Et puis, il va communiquer, pour moi, l'élément, l'outil le plus puissant pour permettre aux gens de s'améliorer, c'est-à-dire les appréciations, qu'on appelle aussi le feedback. Je dirais même qu'on appelle feedback et que moi, j'appelle des appréciations. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent comme ça. Mais voilà. Et ça veut dire que ça permet d'encourager, de féliciter. Mais quand tu fais ça, c'est super parce que, et en fait, ça prend 30 secondes. Hein. Quand tu m'envoies ton rapport à temps, c'est génial parce que déjà, ça donne une bonne image de l'autre service et moi, je gagne du temps. Merci. Voilà, ça a pris 30 secondes. Et de l'autre côté, bah, écoute, Mathieu, quand tu m'envoies ton rapport 2 jours après, écoute, ça donne une mauvaise image du service. Ça, moi, j'avoue que ça m'irrite. Et bah, écoute, je te demande, est-ce que tu peux t'améliorer? Est-ce que tu peux changer ça la prochaine fois? Et tu me dis oui, tu me dis non, mais il faut que tu aies avoir une réponse. Et voilà, et ça a pris 30 secondes. Donc, on n'a pas besoin de faire un entretien de ce qu'on appelait autrefois, de montant, on appelait ça des entretiens de recadrage. Et en fait, personne ne les faisait parce que c'était un cérémonial tellement pesant pour tout le monde que, en fait, on laissait pourrir les situations. Et puis, jusqu'au jour où la personne s'apercevait qu'on était sur le point de le virer, quoi. Il dit, ah bon? Ben oui, ben, c'est normal, on m'a rien dit pendant 10 ans, et en fait, subitement, ben oui, voilà. C'est pour ça que je préfère dire qu'un feedback, ça se fait en 30 secondes, une minute maxi, on va dire 30 secondes je le dis, et 30 secondes pour la réponse, et on a fait une minute et on a fini avec ça. Et ça sert à rien de passer du temps à dire, ouais, mais... Parce qu'en fait, un feedback, ça sert à progresser. Donc, ça sert à rien de faire tout un chapitre sur le passé, c'est passé. Ouais, mais t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait... Non, non. Écoute, quand tu fais ça, ça a telle conséquence. Est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux t'améliorer? Et voilà. Et puis, si la personne dit non, ben on est mal barré, mais moi aussi. Côté collaborateur, pourquoi communiquer? Tout simplement pour dire où j'en suis. Par exemple, dans mon travail, on va donner une mission, je suis obligé, il faut que je dise où j'en suis. Sinon, c'est pas parce qu'on m'a pas dit, fais-moi un rapport, ou mets-moi en copie, qu'il faut pas dire ce que j'ai fait. Ne serait-ce que pour valoriser ce que j'ai fait. Ne serait-ce que pour peut-être avoir une chance qu'on me félicite. Peut-être pas, mais peut-être. Faire des points d'étape, solliciter des points d'étape. Parfois, le manager est dans son monde, il a plein de contraintes. Mais moi, j'ai besoin d'avoir un retour, un avis. Je suis revenu un peu sur les stages, désolé. Et donc, il faut pouvoir dire, il faut le dire, voilà, bah, écoute, tu as 2 minutes pour qu'on discute de ce sujet. Donc, il faut communiquer dans ces moments-là. Suggérer, donner des idées d'amélioration, d'innovation, donner aussi des idées, alors faire un feedback à son manager. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais si le manager, et c'est là qu'il peut jouer, je reviendrai là-dessus à la fin, c'est créer des espaces où c'est possible. Donc, oui, moi, quand j'étais dans mes jeunes années, j'avais tendance à m'emporter un peu. Et je me souviens que mon responsable technique m'avait dit, Christian, quand tu cries, ça, j'en peux plus, quoi. Je peux plus. Et du jour au lendemain, j'ai changé. J'ai arrêté de crier. Et s'il m'avait pas dit ça, j'aurais continué à crier. Alors, j'ai continué à crier seulement sur les jeux, je voulais virer. Pardon. Mais sur les autres, j'ai vraiment fait attention. Non, c'est pas gentil. Ensuite, pour demander de l'aide, j'en parlais tout à l'heure, le cas de celui qui s'est retrouvé en burn-out parce qu'il n'a pas osé dire qu'il était mal. Je demande de l'aide, je n'attends pas que je sois complètement submergé. Même si on ne me le donne pas, au moins j'ai dit. On ne pourra pas dire que je n'ai pas dit. J'ai alerté pour dire que là, j'ai besoin de conseils. J'y arrive pas, je ne suis pas formé. Tu m'envoies faire, tu veux que je fasse OK, j'étais au secrétariat, tu m'envoies en comptabilité, mais désolé, c'est pas parce que j'ai fait un peu de compta dans mon BTS que je me sens pas, enfin, j'ai besoin de formation. Donc, il faut le dire. Donc, communiquer et oser le dire. Parfois, moi, j'ai eu un boss qui me disait, il était génial, il me disait, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour t'aider? Et ça, c'était génial. Écoute, ça tombe bien, je vais d'avoir Monsieur X. Il m'a dit, voilà, si tu voulais lui passer un petit coup de fil derrière, je sais que vous parlez entre PDG, vous discutez mieux. Ça va m'aider dans mon boulot. Donc ça aussi, des demandes d'action.
Et puis, quand j'ai un conflit avec un collègue, par exemple, lui demander conseil, demander d'intervenir éventuellement. Je reviendrai dessus. Et enfin, quand on a des questions, des difficultés. Alors, j'ai remis, je parle de problème personnel, pas forcément pour raconter sa vie, mais pour dire, un peu comme le disait tout à l'heure Vicky, bah, effectivement, j'ai des difficultés en ce moment, je vais peut-être arriver en retard, ou est-ce qu'on peut aménager mes horaires, ou voilà. Donc, plutôt que d'arriver en retard et que les gens ne comprennent pas pourquoi, et d'avoir une mauvaise image. Donc, ça rejoint totalement ce que disait Vicky tout à l'heure. J'ai des préoccupations. J'ai entendu que la société se porte mal. Qu'en est-il? Est-ce que mon poste est en danger? Enfin, voilà, ces questions-là. Et puis, des questions parfois plus graves, hein, de harcèlement. Alors, j'ai vu les deux cas. J'ai vu des gens qui n'osaient pas parler de leur harcèlement. Et j'ai vu aussi des cas de personnes qui parlaient de harcèlement, qui ont parlé de harcèlement et personne n'a rien fait. Donc, ça, c'est dramatique. Parce que là, vous avez quelqu'un qui est enfin, en l'occurrence, j'ai vu quelqu'un complètement gâché à cause de ça. Donc, qui est passé jour au lendemain de quelqu'un qui était une excellente collaboratrice à l'une des pires performances de l'entreprise. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris compte de ça, tenu compte de ses alertes sur un harcèlement. Voilà, donc, c'est vraiment très important de communiquer des deux côtés, très vite pour dire que, que les deux vont chercher ce dont on a besoin, c'est de la clarté dans l'expression, de la précision, de la réactivité, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre trop de temps pour réagir à une demande ou à avoir une réponse. Et puis, du côté manager, on va surtout demander de la précision, de la concision, c'est-à-dire quand on envoie un mail, on met tout de suite, dès le début du mail, par exemple, on va mettre la conclusion. C'est-à-dire que voici ce qu'on a décidé. Et ensuite, des explications. Alors, parce que souvent, on a tendance à tout expliquer, donc on doit lire 3 paragraphes, et à la fin, donc voici pourquoi je te demande, voilà. En fait, non, en fait, bonjour Christian, peux-tu appeler monsieur Untel, et ensuite on explique pourquoi. Voilà, et on gagne beaucoup de temps comme ça, C'est hyper de intéressant ce que tous les tu dis, côtés. parce que c'est des petits hacks donc, Et qu'on oui, peut utiliser, mais qui permettent justement d'améliorer la communication. Donc, c'est c'est hyper intéressant. essentiel. Tout le monde gagne du temps. Et d'ailleurs, quand on fait ça, en général, on fait des mails moins longs. Et donc, l'émetteur et le récepteur gagnent du temps. Donc, clarté, ça veut dire qu'on va parler sans sous-entendu. On ne va pas chercher à faire de l'ironie, parce que tout le monde ne comprend pas l'ironie, ni l'humour, ni le second degré, ni le troisième degré. Donc, pas de sous-entendu. On parle clair. On parle simplement avec un vocabulaire le plus simple, en tout cas accessible à tous. Alors, si je suis avec des développeurs, je vais pas pouvoir parler en tout cas développeur, mais je vais en tout cas m'adapter au public avec des phrases les plus courtes possibles. On va droit au but. J'ai pris une décision. Bonjour, Vicky, j'ai décidé qu'à compter de ce jour, voilà, même si c'est désagréable d'ailleurs, hein, Vicky, et Ça ensuite, peut être bien de on va le tourner de pouvoir. façon interrogative, de la co-construction. J'ai dit ça comme ça. Oui, alors tu as raison, mais dans certains cas, tu dois décider. C'est-à-dire on t'a déjà imagine que tu as déjà sollicité pour prendre une décision, et à un moment donné, tu as pris ta décision. Et de toute façon, et tu as consulté pour décider, tu as consulté, mais ta décision est prise. On part du principe que ta décision est prise. C'est pas la peine de faire tout un grand discours pour à la fin dire que tu as décidé. Tu commences par j'ai décidé ça, et ensuite tu laisses les gens réagir, et ensuite tu expliques. Et en fait, ça se passe très bien comme ça. Tout le monde gagne du temps, c'est clair, mais bien sûr, les gens ont le droit de réagir, et ensuite tu as le droit d'expliquer pourquoi tu as pris cette décision. Bien sûr. La transparence, donc je dis, par défaut, on transmet, sauf ce qui est confidentiel, évidemment. Et puis, bien sûr, on met des formes. L'écoute active et attentive. Les gens se plaignent souvent qu'en réunion, en entretien avec leur manager, le manager est en train de lire ses messages, en train de répondre à un email. Non, on ferme tout. On ferme le téléphone, on ferme l'ordinateur, on prend des notes avec un papier et un crayon. Ça marche encore. On scanne après s'il le faut, mais en général, ça marche beaucoup mieux parce qu'on garde le contact visuel, et ça, c'est très important de le garder pour que les gens se sentent considérés et respectés. J'ai fait l'expérience une fois, d'ailleurs, de faire ça sur une tablette, et j'ai senti une gêne énorme chez mon interlocuteur qui m'a dit non. Il me l'a dit d'ailleurs, il m'a dit je suis gêné là, tu me regardes pas. Et voilà, donc c'est très désagréable.
et puis s'adapter à l'interlocuteur, notamment avec des outils, je vais pas, ça peut faire l'objet d'un autre webinaire, mais avec des outils comme le DISC, hein, dominant, influent, stable, consciencieux, c'est un super outil pour pouvoir savoir un peu tu peux reprendre. l'outil DISC dominant, influent, stable et consciencieux. Donc, dominant, consciencieux, c'est des gens qui sont plutôt orientés tâches, et les stables et influents, c'est les gens qui sont plutôt orientés personnes. Donc, quand quelqu'un qui est consciencieux, tu vas lui donner plein de petits détails sur comment tu es arrivé à la solution. Quelqu'un qui est dominant, tu vas lui dire le résultat. Tu vas lui dire, voici, ça m'est arrivé il y a 1 an de ça, j'avais fait toute une étude sur le meilleur système, le meilleur montage juridique possible. Et j'ai fait l'erreur, je n'étais pas en forme ce jour-là, j'ai fait l'erreur de lui expliquer tout le déroulement. Et là, le gars, il a décroché, au bout d'une minute, il a décroché, quoi. Il m'a dit, attends, reprends. Et en fait, j'ai dit, OK. En fait, il faut faire ça. Ah, OK. OK, voilà. Donc, tous les détails, ça n'intéresse pas. Influent, bah, tu vas prendre du temps parce que c'est des gens qui ont besoin d'échanges, qui ont besoin de relations humaines. Et les stables, il faut leur faire comprendre qu'ils sont indispensables, qu'ils sont utiles, et tu faut leur dire que, ouais, là-dessus, on a vraiment besoin de toi, quoi. Vicky, on a vraiment besoin de toi parce que tu es stable. L'énéagramme aussi, c'est un outil intéressant qui passe, c'est 9 profils. C'est un peu comme le disque, mais c'est un 9 au lieu de 4. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est une équation, c'est mon équation préférée, qui veut dire, ça veut dire quoi selon vous? Bon, voilà, je vous dis, ça veut dire la question est supérieure à l'affirmation. Une question vaut mieux qu'une affirmation. Laisser les gens s'exprimer. Plutôt que de leur dire, fais ça, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu suggères? Qu'est-ce que tu en penses? OK, tu as des suggestions? Quelles sont tes propositions? Voilà. Et forcer les gens, en fait, plutôt que de leur dire comment on fait ou ce qu'il faudrait faire, à plutôt proposer des choses, quitte ensuite à trancher. On tranche à la fin. C'est notre boulot de trancher. Mais au moins qu'ils proposent des choses. Mais voilà. Mais ça peut faire, enfin, chaque élément dont je parle peut faire l'objet d'un webinaire complet. Je voudrais vous présenter maintenant un outil qui est pour moi celui qui change la vie. Enfin, tous ceux que j'ai vu l'appliquer, ça leur a changé la vie de manager. Côté manager, mais aussi collaborateur. Et là, je viens d'accompagner un manager qui prend en charge une agence. Il était dans l'équipe, il monte, et en fait, il vient de mettre ça en place, et tous les gens lui ont dit, mais merci. Ça s'appelle le point tête-à-tête. Moi, je l'appelle EIH, vous allez voir pourquoi. Et c'est simplement mettre en place alors ça me fait, ouais, je vais tout afficher, c'est plus simple. Mettre en place des entretiens individuels hebdomadaires. Hebdomadaires, c'est l'idéal. Je sais que dans certaines entreprises, c'est pas évident, ça peut être toutes les 2 semaines. Toutes les 3 semaines, pourquoi pas, ce sera toujours mieux que rien. Mais moi, je considère que l'idéal, c'est hebdomadaire. Alors, c'est simplement passer 30 minutes avec chaque personne où on laisse la parole aux collaborateurs pendant au moins la moitié de l'échange, les 30 minutes. C'est individuel. Ça se fait chaque semaine, mais on planifie à l'avance dans le calendrier parce que c'est comme ça qu'on montre aux gens qui sont importants, et on fait tout pour pour respecter ce calendrier. Ça, on peut bien sûr bouger, etc. Mais bon, c'est bien de savoir que tous les vendredis à 15h, je vois Mathieu pour notre entretien individuel. Ça dure 20-30 minutes. Ça ne remplace pas les réunions d'équipe. C'est simplement, on parle de tout. Tout peut être abordé. Personnel, professionnel, des problèmes que j'ai, des conflits, des questions. Tout peut être abordé. Et c'est aussi, alors c'est un gain de temps parce que moi, je me souviens qu'avant de mettre ça en place, dès que je descendais dans les bureaux, tout le monde me retenait 5 minutes. Ah tiens, je vais voir ça avec toi. Ah, je vais voir ça avec toi. Et en fait, je passais un temps fou dans chaque bureau, et en fait, je pensais descendre pour 5 minutes, je remontais au bout de 30 minutes. Et en fait, le fait de se concentrer ce temps avec chacun pour parler de plein de choses, et pas seulement des projets, d'ailleurs, les points projets devraient être distincts, c'est super, et ça permet de sentir les gens, de voir venir les choses,
en tant que manager, c'est un super outil pour savoir, voilà. Et en général, ça commence par une seule question. On pose la même question chaque semaine, hein, c'est une petite astuce. Ça peut être voilà, comment va la semaine, comment tu te sens, voilà. Et en fait, on laisse parler. Et je ne vais pas aller plus loin parce que c'est cette partie de ma formation manager heureux, mais les grands avantages, c'est que ça renforce les relations professionnelles. Ça permet de construire un lien de confiance. On a beaucoup dépassé là, il faut que j'écourte. Non, franchement, je cherche le moyen de te dire que de prendre ton temps, parce que je trouve que le sujet est tellement intéressant et on a dépassé, certes. Sachez que si vous devez partir, qu'il y a le replay qui sera mis à disposition et qui vous sera envoyé. Mais je préfère qu'on prenne le temps. J'ai envoyé un message à ma famille pour leur dire de ne pas rentrer tout de suite parce que du coup, on a dépassé le temps, mais que c'était vraiment Oui, intéressant. non, Non, mais non, c'est vraiment intéressant. voilà, Prenons le temps, Christian. si on vous demande, vous dites que c'était à cause de la pluie, qu'il y a une voilà, il y a une coupure de courant. Enfin, euh, donc, ça peut permettre de construire un lien de confiance. Comme je demande souvent aux gens comment vous enfin, je peux peut-être faire la dernière fois d'ailleurs parce que j'ai mes manies hein. Tu sais, avec l'âge on commence on se refait pas. Je demande souvent aux gens comment tes amis sont devenus tes amis. Et en fait, la réponse, il y a plusieurs réponses, mais l'une des réponses, c'est on a passé du temps ensemble. Voilà, on peut pas devenir ami avec quelqu'un si on passe pas de temps ensemble. On peut pas se connaître. Comment on fait pour se connaître? On se parle. Et en fait, c'est pour ça que cet exercice de l'entretien régulier avec chacun. Alors, je parle des collaborateurs directs. Hein, si j'ai 100 personnes à la boîte, je vais pas voir les Oui, 100 oui, personnes, c'est pas oui. possible. Donc, vraiment les directs. Et en fait, après, après, ça redescend, c'est en cascade. Si on a des responsables d'équipe, eh bien, on demande à ces responsables d'équipe de faire la même chose avec leurs collaborateurs, mais ça permet vraiment de passer du temps ensemble et de se connaître, de créer ce lien de confiance au fur et à mesure. Alors, avec certains, c'est super rapide, avec d'autres qui sont peut-être, comment tu disais ça, Vicky, contre-dépendants, c'est ça? Contre-dépendant, c'est ça. Contre-dépendants, voilà. Les contre-dépendants, c'est peut-être un peu plus long, mais on y arrive. En tout cas, c'est mieux que rien. Ça, c'est certain. Ça va permettre de s'exprimer librement. On va gagner du temps pour les raisons que je disais tout à l'heure. Ça permet donc d'anticiper, par exemple, si je prends le cas de cette personne qui est partie en burn-out, je pense que si on avait mis en place ces EIH, à force de se voir chaque semaine, on aurait pu voir venir qu'il n'arrivait pas à assumer son rôle, enfin qu'il avait des difficultés. Et puis, c'est l'endroit aussi où on peut faire ses appréciations, ses feedbacks. Et pour parler un peu des feedbacks, les appréciations, j'exagère un peu, mais souvent on a tendance à voir ce qui ne va pas. C'est facile de voir quand ça ne va pas. C'est comme partout, hein. On voit les accidents, on voit les trains qui n'arrivent pas à l'heure, on voit le sous-marin qui a coulé, mais on ne voit pas tous ceux qui n'ont pas coulé. On voit, voilà. Et en fait, et ça, c'est vraiment pénalisant. C'est vraiment ce qui décourage les gens. C'est que quand ils font bien leur boulot, pour nous, c'est normal, quoi. Bah non, c'est pas normal. Parce qu'il y a plein de gens qui font pas bien leur boulot. C'est super que tu aies bien fait. Et donc, il faut leur dire. Je ne dis pas de le dire tous les jours, mais le dire. Et en tout cas, le dire bien plus souvent, bien plus souvent quand ça va que quand ça ne va pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fait deux cercles de tas différentes. Il doit y avoir beaucoup plus d'appréciation, de feedback positif pour dire voici ce qui va bien. Parce qu'en fait, les appréciations, c'est comme un GPS. C'est ce qui permet de dire où tu dois aller. Voici ce que tu dois continuer à faire. Ouais, quand tu fais ça, c'est top. Ouais, quand tu arrives à 8 heures, quand tu arrives en réunion à l'heure, c'est top, merci. Et puis, voici ce que tu devrais corriger, améliorer. Et non, là, tu es parti t'es parti dans les, t'es parti dans le décor, reviens sur la route. Voilà, donc c'est vraiment ces deux. Et forcément, je pense qu'en temps normal, on est plus souvent, on va pas tant que ça dans le décor, hein, finalement, par rapport au fort, on est sur la route. Et je pense qu'en entreprise, c'est pareil, hein. La plupart des gens, ils sont le plus souvent sur la route. De temps en temps, ils passent, ils se trompent de voie ou ils mordissent sur le trottoir ou sur le talus. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut le dire, mais ça ne devrait pas être la majorité des cas. Voilà. Et j'ai envie de dire, si on ne fait pas d'appréciation positive,
ne faites pas d'appréciation négative, quoi, parce que enfin, vous ne pouvez être crédible dans vos appréciations négatives que si vous faites des appréciations positives. Puisque, voilà. Et je me souviens qu'en disant ça, je pense à mon père, je rapportais en général plutôt des bonnes notes à l'école, hein, je ne vais pas me cacher de l'école, mais en EPS, j'étais très mauvais. Et il me disait, ouais, ça va pas là, l'EPS. Et il me disait rien pour le reste, en fait. Ça va pas, là, c'est pas bon, il faut faire mieux, l'EPS. Et puis, en fait, j'étais très, très frustré parce que j'étais premier de la classe sur, sur tout le reste, quoi. Ça, c'est propre aux parents. Alors, je ne sais pas si c'est propre aux parents entiers, mais en tout cas, on sait que Ouais, chez voilà. nous, voilà, Il on faut est pas faire tombé. comme le parent. Faut pas Voilà, faire comme le parent. exactement. L'entreprise, faut faire, voilà, faut dire quand ça va bien. Et voilà. Et puis que je vais conclure là-dessus, sauf si il y a des questions. Et en tout cas, merci de votre attention et toutes ces notions, eh bien, ça fait partie aussi des formations qu'on propose avec le campus pour les managers. Merci beaucoup à vous deux. Euh, Franchement, c'est hyper intéressant d'avoir vos deux points de vue. Bon, malheureusement, ça manque de sang, les gars. Je vous ai dit ça, il faut un peu plus de bagarre. Mais en vérité, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'à travers les deux prismes, bah, du coup, il y a toujours quand même cette quête. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois d'accord et tellement pas d'accord. J'analysais un peu la situation pendant les deux interventions, où en fait, il y a vraiment, on n'est pas dans une quête de dire des choses qui font plaisir. Christian, en particulier, c'est vraiment un manager. C'est vraiment un manager dans les côtés positifs et les côtés qu'on souhaite voir s'améliorer quand on est un collaborateur. Mais pourtant, il y a cette recherche, je prends des gants, hein, mais c'est complexe à dire. Non, mais c'est complexe à dire, c'est complexe à dire. Donc, moi, je comprends. On va parler franchement. Moi, je comprends parce que du coup, moi, je suis donc manager du campus digital. Et en fait, et des fois, je ne suis pas d'accord avec toi, Christian, sur certains axes. Et en fait, dans l'application, je me dis, non, mais en vrai, soit ce sont des choses que je fais et quand on va échanger, je vais dire, mais non, mais ça, on va pas faire ça. Après, je me dis, mais en fait, tu le fais. Et il y a aussi, bah, du coup, ce qui est nécessaire de faire, parce que, encore une fois, j'ai introduit avec ça, un peu par hasard, et directement, tu es rentré assez rapidement, tu es venu dessus, ce sont les objectifs. Ce sont les objectifs qui mettent la pression. Et le manager, il a un rôle. C'est ça, juste au milieu qu'on va trouver au fur et à mesure des webinaires entre vous deux, qui, selon moi, est la bonne voie entre, et puis ce sont des échos qu'on a eus quand on parlait de bienveillance, parler de bienveillance c'est Annie Lascaux qui disait de parler non, c'est ah mince, j'ai oublié le nom de la sociologue en Martinique, Vicky. Ah, oui. Ouais. Alors, c'est... ah ben, ça y est. Ah, ben voilà. Bon, bah, J'ai son visage qui passe. moi Mais, aussi, je- j'ai le fort, mais c'est pas ça. Laporte, Madame Laporte. Laporte, Ouais. Madame Laporte, Voilà, Daniel voilà, Laporte. Daniel exactement. Laporte. Qui nous a honoré de sa présence lors des événements en Martinique et qui avait introduit, lors du premier événement, c'est celui où j'étais présent, en disant que parler de bienveillance et de performance, c'était vraiment une dichotomie totale. Mais pourtant, il est nécessaire, selon moi, il est nécessaire de poser ces deux aspects parce qu'on a besoin de performance, on a besoin d'efficacité, on a besoin de résultats. Mais en 2023, on a besoin de bienveillance, on a besoin de prendre On a soin de. besoin. Oui, C'est tout à fait. Ouais. hyper pertinent. C'est pour ça que je mets toujours les deux volets et volontairement les résultats et ce que j'appelle la rétention. Enfin, en fait, c'est derrière la rétention des collaborateurs, c'est-à-dire le fait qu'ils restent. Hein, il y a tellement de choses. Ça veut dire que j'ai tout fait pour que les gens se sentent bien, en fait. J'ai fait en sorte qu'ils progressent. J'ai été là pour les soutenir. J'ai été bienveillant, j'ai été respectueux. En fait, c'est résumé, quand je dis rétention, c'est c'est la conséquence, en fait. Si je garde les gens, pas parce qu'ils sont obligés de rester, hein, parce qu'ils ont envie de rester, c'est pas pareil. Hein, pas parce Alors, parce qu'effectivement, il y a des gens qui restent parce qu'ils ont peur de trouver mieux. Ah, tu as Vicky, tu Vicky. vois, ça va failliter, ça va failliter, ça va j'ai... failliter. Ouais, Ça non, va mais en fait, failliter. non, moi j'ai non, non, ça n'a pas failli. Non, non, Oh, j'ai quand dommage. même une précision, c'est qu'effectivement, Christian, tout ce qu'il présente, c'est dans le cadre d'un manager bienveillant. Ça, on est d'accord qu'un manager bienveillant fait tout ça. Pour l'avoir vécu moi-même et pour avoir accompagné des personnes qui l'ont vécu, quand on a un manager toxique,
Le IH, ça fait mal, hein. C'est-à-dire que toutes les semaines, Ah se ouais. retrouver face à quelqu'un qui cherche à vous tacler ou à imposer de l'autoritarisme, c'est compliqué. Donc, effectivement, tout ça, c'est là où on voit effectivement que Oui, la oui. bienveillance, elle doit être là, mais pas que la bienveillance, parce que c'est pareil, je mets aussi un deuxième bémol. C'est vraiment, et ça, c'est la médiateur qui parle. C'est vrai que là, du coup, on a un souci aussi avec souvent cette absence d'altérité. Donc, c'est-à-dire que le manager, il va faire tout ce qu'il estime être bon dans son analyse de manager et avec son référentiel, son logiciel de personne à part entière, mais voilà, dans son scope. Il va rester dans son scope. Alors que si effectivement je fais preuve d'altérité, c'est-à-dire que j'accepte l'autre en tant que lui, et donc du coup je revois aussi mon niveau d'exigence personnelle, enfin tout ça, et que je me dis, bah oui, effectivement, lui il le voit comme ça, il est comme ça, il a une approche qui est celle-là, mais peut-être qu'à sa façon, il peut arriver au même résultat. Voilà, il Bien n'y sûr. arrivera pas comme moi je l'envisage et il n'aura pas la carrière ni effectivement, je sais pas, l'évolution telle que je l'aperçois, telle que je perçois qu'elle devrait être, mais telle que lui, il la ressent, en fait. Mais Donc est-ce là, que le manager a ce choix, a cette liberté de... je pense que je vais poser ma réflexion de façon différente. Est-ce qu'il a toujours le choix de laisser l'autre s'exprimer? Alors, c'est un peu... Je l'ai encore plus mal dit, c'est encore plus violent. alors ça, Mais je pense que vous non m'avez mais ça, compris. je comprends ce que tu dis. En fait, ce qui est important, et ça, il l'a dit, hein, Christian, très clairement, ce qui est important, c'est en sociologie, ce qu'on appelle effectivement la connaissance des acteurs. C'est ça qui est important. C'est que il faut que je passe du temps, effectivement, à connaître, à essayer d'observer, à avoir un maximum d'informations sur les personnes. Quand je dis information, c'est pas un enquêteur, hein, il va Oui, pas non oui. plus, voilà. Mais c'est vrai qu'au fil des échanges, vont se profiler voilà, des profils, en fait, tout simplement. Je vais faire émerger des profils. Je saurai qu'un tel, en fait, il réagit. Alors, lui, Christian, il parlait du profil DISC qui est bien. Moi, je suis plutôt fan des types psychologiques d'un petit monsieur qui s'appelle C.J. Jung, effectivement, et qui résume ça en énergie, en rationnel, en irrationnel. Et c'est vrai que ça permet d'être assez clair aussi sur le positionnement des personnes. Et en fait, à partir du moment où on a une idée assez claire de la façon dont les uns et les autres fonctionnent, mais ça, il faut le vouloir. Ça ne prend pas plus de temps, mais il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'effectivement, le matin, je disais ça souvent, la communication, elle commence comme ça. Le matin, plutôt que de rentrer dans mon bureau, je fais le tour de mes équipes, je vais dire bonjour, je vois comment les personnes interagissent, voilà. Plutôt que de faire quelque chose de très descendant, d'envoyer un mail à tout le monde en disant, voilà, aujourd'hui, vous faites ça ou je veux tel chiffre pour la semaine. Oui, effectivement, on se prend un café, un truc, on écoute les uns les autres. Enfin, moi, par exemple, j'aimais bien traîner dans les couloirs. Moi, c'est mon truc de traîner dans les couloirs. Quand on traîne dans les couloirs, il se passe toujours des trucs formidables auprès du copieur. C'est intéressant. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a des Oui, choses qu'on peut faire de façon un peu plus soft et qui vont nous permettre d'avoir finalement... on va gagner du temps aussi à faire ça. C'est-à-dire que prendre un café avec un collaborateur, ça remplace mes réunions, hein. La réunionnite, ça tue. Par contre, prendre un café avec un collaborateur, c'est sympa. Dire effectivement que de temps en temps, on va déjeuner avec des collaborateurs, ça aussi, euh, c'est super efficace. Donc, voilà, c'est juste le petit bémol. Ouais, non, il y a pas de fight, j'ai Mathieu. j'ai une anecdote sur le fait d'aller saluer. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Alors, c'est vrai que euh, ça me semble tellement étrange quand je m'aperçois que beaucoup ne le font pas. Parce que moi, ça a toujours été naturel, mais voilà, descendre. Et des fois, je ne pouvais pas parce que parfois, j'arrivais un peu à la bourre, j'avais une réunion et je redescendais pour voir tout le monde. Donc, ça, c'est la base. Mais une dernière fois que j'ai fait, il y a quelque chose qui m'a marqué. Une fois, je faisais mon tour des bons jours du matin et je vois le magasinier complètement penché sur son PC, quasiment avec une bosse, quoi. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de support pour son portable. Il n'y avait pas de, je ne sais pas comment on appelle ça, le réhausseur de portable. Et en fait,
je constatais que toute personne n'en avait, en fait, quasiment. En fait, j'ai demandé de commander ça, enfin, normal, quoi. Enfin, ça m'a semblé normal. Et à partir de ce jour-là, j'étais dans cette entreprise depuis peu de temps. En fait, tout le monde a été très reconnaissant pour, alors que ça me semblait, mais les gens étaient là depuis des années, quand je dis ça, c'était des gens qui étaient là depuis 15 ans. Personne ne l'avait remarqué qu'ils étaient penchés sur leur ordinateur et qu'ils étaient, voilà. Donc, effectivement, ce sont des choses qu'on ne voit que quand on va dans le bureau des gens, en situation de travail. Parfois, ils vous partagent leurs préoccupations, leurs questions. Et c'est là, effectivement, qu'on a un partage de qualité sans attendre le IH, hein. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, bien évidemment. Oui, alors, toxique, je n'ai pas connu, mais effectivement, je te rejoins, hein, quand on est toxique. Je ne sais pas si quand on est toxique, on a envie de voir les gens aussi souvent. Peut-être, il doit y avoir quelques Méfie-toi. pervers. Il y a de tout, il y a de tout. Méfie-toi. Il y a de Pour tout, il y a de tout. certains, Vraiment. certains se délectent de ça, malheureusement. Je connais même Mais c'est je vrai connais que même qui mettent des petites talonnettes exprès pour faire du bruit dans le couloir et pour quand ils entendent l'arrivée dans le bureau. Donc oui, je connais des gens oui. tordus, oui, ça existe malheureusement. Wow. Alors, mes amis, je vais mettre fin à cet événement, mais qui est comme d'habitude hyper intéressant. Franchement, merci beaucoup Vicky, merci beaucoup Christian. C'était vraiment hyper intéressant d'avoir vos deux visions, mais au-delà de deux visions, de vraiment voir que il y a vraiment un effort qui est fait aujourd'hui, il y a vraiment une vision de la relation entre manager et collaborateur qui évolue. Il y a beaucoup de sous-thématiques qui ont été qui ont été parfois même effleurées et qui sont hyper intéressantes. Le fellowship, par exemple, avec Vicky, faut vraiment qu'on revienne dessus. Christian, sans dévoiler toute la formation manager heureux, je pense qu'il y a beaucoup de sous-thématiques également qu'on pourrait aborder et j'espère que c'est un événement qu'on pourra faire beaucoup plus régulièrement. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, vu qu'on va la mettre sur YouTube, j'allais dire cette phrase, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette phrase de youtubeur. Mais plus sérieusement, c'est pour la blague. Mais plus C'est en sérieusement, dessous, en dessous. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir. Et si ça vous intéresse, si vous avez des thématiques que vous souhaitez nous voir aborder, n'hésitez pas. On le fera certainement lors d'un prochain webinaire. Merci beaucoup, Vicky. Merci, Christian. Merci. Merci, Merci beaucoup, Christian. Mathieu. Merci, Vicky. Merci à tous, Merci à merci tous, Mathieu. à toutes. Merci à ceux qui nous ont suivis en live. Merci Passez Christian, une à bonne bientôt. journée. À bientôt. À vous aussi, à bientôt.